Les dirigeants des organisations militaires de l'état-major général des petits États se sont mis d'accord sur la possibilité de lancer une frappe préventive contre la Russie. Eh bien, plus l'État est ridicule, plus l'arrogance de ses dirigeants fous est grande, et il n'y a pas grand-chose à commenter ici, car lorsque de telles déclarations sont faites, les gens ne devraient prendre en compte qu'un seul scénario. Par exemple, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques par la Russie contre certains États qui se permettent de telles déclarations. Il n'en restera que de la poussière. Le traité de Washington pourrait peut-être s'appliquer, mais cet État n'existera plus. Il s'agit donc simplement de la poursuite du comportement très irresponsable et inacceptable de Poutine, qui montre au monde entier, en particulier pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, son vrai visage, à savoir qu'il n'hésite pas à jouer le pari nucléaire encore et encore. Nous rejetons donc fermement cette menace et la position de l'Union européenne reste inchangée. Seul un aveugle ne voit pas qu'il existe une psychose militaire en Europe, dont la conclusion logique sera l'envoi des militaires des pays d'Europe occidentale en Ukraine. Il ne fait aucun doute que cela se produira. Je regarde aussi ces pauvres gauchistes hongrois. Ils sont tiraillés entre les positions de guerre et de paix, parce que le peuple hongrois, même à gauche, veut la paix. Et ceux qui sont payés, de Soros à Bruxelles et Washington, veulent la guerre. Je tiens à le souligner une fois de plus. Je l'ai déjà dit mais j'aimerais vraiment que vous m'entendiez et que vous en fassiez part à vos lecteurs, téléspectateurs et utilisateurs sur Internet. Comprenez-vous, oui ou non, que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et récupère militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie? Bien sûr, les potentiels de l'OTAN et de la Russie ne sont pas comparables. Nous le savons. Mais nous savons aussi que la Russie est l'une des premières puissances nucléaires. Et, dans certaines de ses composantes modernes, voire, même, en avance sur beaucoup d'autres pays. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez entraînés dans ce conflit contre votre volonté. Et vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux quand vous aurez à appliquer l'article 5 de l'OTAN. Monsieur le Président, Macron, ne veut certainement pas de ça et moi non plus. Et moi non plus. C'est la raison pour laquelle il est venu me tourmenter pendant 6 heures d'affilée. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars.
Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international? Est-ce que c'est nous? Non. Ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique. Les propos de Dmitri Medvedev, associés à ceux de Viktor Orban et à l'analyse de Peter Stano, révèlent une inquiétude croissante face à l'escalade des tensions entre l'Occident et la Russie. Medvedev met en avant la possibilité de frappes préventives et les conséquences catastrophiques qui pourraient en découler, tandis que Orban souligne que les pays occidentaux se rapprochent d'un point de non-retour. Cette mise en garde souligne la gravité de la situation, car les décisions actuelles des dirigeants occidentaux, en particulier ceux de l'UE et de l'OTAN, pourraient déclencher des conflits à une échelle mondiale. Orban critique directement les dirigeants occidentaux, notamment Macron, pour leur rôle dans l'escalade, les accusant de souffler sur les braises d'une guerre qui pourrait rapidement devenir ingérable. Sa déclaration que les guerres régionales deviennent des guerres mondiales résonne avec les préoccupations exprimées par d'autres voix sur la scène internationale, signalant que l'absence de dialogue et de compromis pourrait mener à un conflit à grande échelle. Dans ce contexte, les déclarations de Peter Stano sur le comportement très irresponsable et inacceptable de Poutine témoignent d'une inversion accusatoire classique de la part des dirigeants occidentaux. Ce discours minimise les responsabilités partagées dans la crise, notamment le vote du Parlement européen incitant les États membres à autoriser Kiev à frapper le territoire russe. Une telle décision pourrait constituer une déclaration de guerre, comme l'a prévenu Poutine, qui a modifié sa doctrine nucléaire pour permettre des représailles contre les États soutenant ces frappes. Orban met également en avant l'espoir d'une élection de Trump et la formation d'une coalition de la paix PAN occidentale. Cela indique qu'au sein même des pays occidentaux, des voix s'élèvent pour appeler à un retour à la diplomatie. Il souligne une psychose militaire en Europe, évoquant une militarisation croissante qui pourrait conduire à l'envoi de troupes. Les résultats d'une enquête de l'Institute for Global Affairs montrent que la majorité des citoyens, 88% et 94%, souhaitent que l'OTAN recherche un règlement négocié. La manière dont Orban dépeint les dirigeants favorables à l'escalade comme une infime minorité souligne la polarisation des opinions publiques.
Ce décalage entre les aspirations populaires et les décisions politiques prises par les gouvernements indique que les dirigeants doivent prendre en compte l'opinion publique pour éviter d'aggraver la situation. En somme, les propos de Medvedev, Orban et Stano illustrent une prise de conscience croissante des risques d'une guerre prolongée et un appel à réévaluer les stratégies actuelles. Il est crucial que les dirigeants occidentaux entendent ces voix et initient un dialogue sérieux pour éviter une escalade incontrôlée. Dans quelle mesure pensez-vous que la pression populaire peut influencer les décisions politiques concernant la guerre en Ukraine? Les propos de Vladimir Poutine lors de cette conférence de presse soulignent une défense vigoureuse de la position russe face aux accusations d'agression de la part de l'Occident. Poutine insiste sur le fait que la Russie ne cherche pas à agresser, mais à défendre ses intérêts nationaux, tout en critiquant l'expansion de l'OTAN et le déploiement de bases militaires américaines près de ses frontières. Sa comparaison entre la présence militaire russe, jugée limitée et défensive, et l'étendue des bases américaines dans le monde, sert à illustrer ce qu'il perçoit comme une double norme dans l'évaluation des actions militaires. En mettant l'accent sur les sanctions économiques comme opportunité de renforcement, Poutine tente de retourner les effets des pressions extérieures en un levier pour l'autonomie économique de la Russie. Son appel à un dialogue équilibré avec l'Occident, basé sur le respect mutuel, contraste avec la perception d'une intensification des tensions, ce qui soulève des questions sur la volonté réelle des deux parties à engager une conversation constructive. Poutine souligne également le besoin d'un cadre de sécurité respectueux des intérêts russes, arguant que les actions de l'OTAN et des États-Unis créent une atmosphère de méfiance. Son insistance sur le fait que les menaces viennent principalement des déploiements militaires occidentaux met en lumière la perspective russe sur la dynamique géopolitique actuelle. Les commentaires de Poutine doivent également être mis en relation avec les préoccupations exprimées par d'autres leaders, comme Orban, qui avertissent des conséquences potentielles d'une escalade militaire. Le discours de Poutine, tout en se défendant, reflète un besoin pressant d'affirmer la souveraineté russe face à des mouvements qu'il considère provocateurs. Enfin, l'appel à des relations équilibrées sur la scène internationale pose la question de la possibilité d'un véritable dialogue et de compromis, alors que l'Occident semble ignorer les signaux de Moscou. La tension entre les intérêts nationaux russes et les attentes occidentales reste un point central du discours de Poutine, illustrant une fracture qui pourrait nécessiter des efforts considérables pour être surmontée. Pensez-vous que la position de Poutine sur la défense des intérêts russes est légitime ou constitue-t-elle une justification de l'agression? Quelles mesures pourraient être mises en place pour favoriser un dialogue constructif entre la Russie et l'Occident? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.